Bonjour les amis et plumophiles toujours bien entendu. Alors je vous propose aujourd'hui notre étude numéro 33 qui va être consacrée à la radioprotection, c'est-à-dire la protection des biens des personnes contre les effets des rayonnements ionisants. Rayonnements ionisants. Alors, d'où viennent-ils? Bien, il y a les sources naturelles. Alors ça, c'est pas ce qui manque, hein. On l'a vu lorsqu'on a parlé de l'extraction du minerai d'uranium, donc les roches cristallines, etc. Bon, voilà. Et puis il y a également les émissions artificielles, donc qui viennent de l'industrie, mais qui viennent aussi malheureusement de l'armement. Alors, quelles sont ces sources? Peut-on en identifier un certain nombre? Il y a le Soleil, bien sûr. Le Soleil est un plasma. Qui nous envoie du rayonnement ultraviolet, des rayonnements X, enfin un certain nombre de rayonnements, que l'on retrouve en altitude. C'est-à-dire que lorsqu'on prend l'avion à 11 ou 12 000 mètres, on reçoit plus de doses que quand on est au sol. Ça paraît un peu logique. Et on verra que ça a une influence au niveau, par exemple, du personnel de bord, pilote, personnel de bord, de cabine, etc. Les écrans TV, bien sûr. On a également la soudure à l'arc, j'en ai parlé dans la précédente vidéo. Les appareils de médecine, bien sûr, en particulier pour le personnel qui fait de l'imagerie médicale. On voit qu'ils ont un petit film dosimètre. Qu'est-ce qu'un film dosimètre? C'est jamais qu'un genre de pellicule photo. Certaines parties internes des centrales nucléaires. Bah oui, mais c'est pas un endroit de villégiature. Autour du réacteur, bon, déjà, il faut y aller. Et ensuite, on se doute bien que c'est quand même pas un endroit de promenade. Hein. Bon. Et puis, les armes atomiques, on l'a vu, hein, bien sûr. Alors, l'objet de cette étude, et ça c'est important, il ne s'agit pas, à travers ce que je vais vous expliquer, d'angoisser tout le monde une fois de plus. Il y a assez de sujets d'angoisse comme ça. On ne va pas en rajouter. C'est pas l'objet. Ça n'a aucun intérêt. C'est au contraire les personnes qui sont intéressées, bien sûr, hein, puissent mieux appréhender ce que sont les rayonnements ionisants et les risques, en particulier pour le corps humain, évidemment. C'est ce qui concerne la première partie. Mais bon, également les animaux, hein, enfin, je dirais tout le vivant. Hein, voilà. Alors, et pourquoi aussi parler de cela? Eh bien parce que, étant adolescent, j'ai bien connu la période de la guerre froide, je considère que nous n'en étions pas au niveau où nous en sommes aujourd'hui, entre l'Occident et puis l'Orient et l'Extrême-Orient. D'agressivité en tout cas, puisque là, on peut dire que l'Occident participe directement à la guerre contre la Russie. On peut, en réfléchissant un peu, comprendre tout de suite que l'Ukraine aurait déjà mis les genoux à terre s'il n'y avait pas l'OTAN derrière, et puis les pays, pardon, et les pays, certains nombre de pays d'Europe. Bon, donc nous sommes directement impliqués. Or, on peut se poser la question, je ne suis pas le seul à me la poser, sans doute parmi vous aussi, jusqu'à quand la Russie va-t-elle accepter des bombardements sur ses villes, c'est-à-dire sur les civils, des bombardements, y compris même sur les bunkers de sa triade nucléaire, l'assassinat d'un certain nombre de personnes, militaires, politiques, etc. Bon, forcément un moment où ça va s'arrêter. Et puis tout ça, ça coûte cher. Également que la Russie est un pays, en gros 155 millions d'habitants, pour 17,1 millions exactement de kilomètres carrés. Donc c'est pas un pays qui est très peuplé, mais qui est extrêmement industrialisé et qui manque beaucoup de main-d'œuvre, dont le développement aujourd'hui, il est freiné, il faut le reconnaître, par cette guerre. Alors, est-ce que cela va durer encore longtemps? Est-ce que les Russes, que je connais un peu, vont continuer à accepter ça? J'ai quand même des doutes. Et je le dis, je ne suis pas le seul à le penser. C'est pas une trouvaille de ma part, ce n'est qu'un constat. Il faut aussi se rappeler que la Russie, à la dernière guerre, c'est 22 millions de morts.
et que l'URSS, c'est-à-dire concernant les ex-pays de l'Est, Tchéquie, Roumanie, Hongrie, etc., c'est 27 millions de morts. Et que c'est cet empire qui a quand même arrêté le nazisme, arrêté Hitler, etc., et qui, sur le front de l'Ouest, a totalement gagné la guerre. Ce ne sont pas les Américains, ni les Anglais, ni les Français. Bon, donc tout ça, là-bas, l'histoire, on ne l'a pas oublié. Et alors que chez nous, j'ose pas dire qu'on ne l'apprend plus, mais enfin, on n'en est pas loin. Ce qui fait que tout ça est quand même très préoccupant, et malheureusement, je n'exclus pas que cette affaire-là se termine mal pour l'Europe, au moins pour l'Europe. Bon, ça, c'est un autre sujet, c'est pas l'objet de cette vidéo, c'est simplement une réflexion. Une réflexion que beaucoup se font, je dirais un certain nombre d'acteurs politiques aussi se font et commencent à comprendre. Voilà. Alors, sortons un peu de ça. Et puis, voyons un peu maintenant notre radioprotection. C'est-à-dire, en fait, nous cherchons à nous instruire d'un sujet, c'est-à-dire à pouvoir porter des jugements, éventuellement, malheureusement, si un jour ça doit arriver, savoir se protéger, et surtout ne pas faire de bêtises, surtout. Voilà, surtout ça. Alors, faut bien différencier l'irradiation et la contamination. Ce sont deux choses tout à fait différentes, malgré que la finalité peut être la même. L'irradiation, nous pouvons être irradiés par une source. Une source, on passe devant, on prend une dose d'irradiation, en le sachant ou sans le savoir. Ça, c'est de l'irradiation externe, qui va affecter, alors puisque nous parlons des tissus humains, c'est-à-dire des mammifères, on va rester dans le terme mammifère, va affecter les tissus, plus ou moins, gravement. Tout va dépendre du temps que nous allons rester devant. Bien, on va y revenir après. Et puis il y a la contamination. Contamination qui est contamination de surface par des produits de fission, en général, par des poussières, mais des poussières de l'atmosphère qui ont été activées, c'est-à-dire qui portent en elles-mêmes des produits de fission. Et cette contamination peut être externe, ça j'allais dire c'est pas la plus grave, mais elle peut être interne, c'est-à-dire que nous allons les inhaler par les voies respiratoires, et puis ça va descendre dans les poumons, puis après un peu partout. Alors si c'est extrêmement faible, on peut penser que les conséquences ne seront pas dramatiques. Si c'est quelque chose qui est très important, là c'est encore un autre domaine. Alors, ça nous amène à ce qu'on appelle le débit de dose d'irradiation. Qu'est-ce que le débit de dose d'irradiation ? Eh bien, c'est le débit, tout simplement, de la source. Hein. C'est un peu idem à ce que j'appelle la quantité d'énergie en électricité. La quantité d'énergie, Q, en watts, kilowatts, mégawatts, c'est égal à quoi ? C'est égal à la puissance multipliée par le temps. Si la puissance est très forte et un temps très court, ça sera la même chose que si la puissance est faible mais un temps très long. Toute autre chose étant égale par ailleurs, bien sûr. Hein. Là, on est dans le même raisonnement. Alors, dans le système international, l'unité d'irradiation, c'est le becquerel. Bien, ça c'est l'unité d'irradiation. Bon, je vous la donne pour mémoire. Ça correspond en fait au nombre de désintégrations par seconde. On compte les désintégrations par seconde, c'est pas mal. Hein. Et l'ancienne mesure était le curie. Le curie, c'est-à-dire pour faire un curie, il nous faut 3,7 10 puissance 10 becquerel. Bon, quand même important. Hein. Un curie, déjà, on ne joue pas avec. Hein. Ensuite, l'unité de débit de dose. Alors, le débit, il y a l'unité d'irradiation, mais après, il y a le débit de dose. Le débit de dose s'exprime en Gray par seconde. G-A-Y par seconde. Ou plutôt en Gray par heure. Pourquoi ? Parce que c'est le côté pratique et le côté usuel. Gray par heure. Anciennement, c'était le rad par heure. Le rad par heure. Et un Gray vaut 100 rad. Ça correspond en gros à un joule d'énergie par unité de masse. C'est déjà très important. C'est-à-dire par kilogramme. Donc c'est la dose en fait absorbée par la matière. Sauf que
cette dose absorbée par la matière, elle n'est pas uniforme. Peut très bien concerner que les mains, que, je sais pas, une jambe, ou au contraire les viscères. Donc il nous faut une autre unité, ou un autre moyen d'apprécier globalement la dose reçue. Et là, on va affaire au sievert. Grand S, petit v. Et ce qui veut dire que... alors, l'ancienne unité, c'était le REM, que j'ai connu, que les anciens doivent connaître. Röntgen Equivalent Men. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, Equivalent Men. Et en fait, un sievert égale 100 REM. Un sievert, c'est déjà très important, il y a déjà des dégâts qui sont faits. Voilà. Alors, quelles sont les conséquences médicales ? Alors, je précise encore à nouveau, ça c'est pour les esprits chagrins ou autres, qu'il ne s'agit pas d'angoisser tout le monde, c'est pas du tout la question, c'est au contraire d'apprécier et de savoir de quoi on parle, tout simplement. Et que, malheureusement, dans notre époque, il vaut mieux savoir de quoi on parle, de façon à mieux interpréter les informations qui arrivent. Alors il y en a des bonnes, mais il y en a aussi pas mal de mauvaises. Ou de désinformation, enfin on va appeler ça comme on veut. Hein. Alors, pour une même dose, plus le temps d'exposition est long, en fait, ça revient, en fait, comme je disais tout à l'heure, à l'électricité. La quantité absorbée va être proportionnelle à la puissance de la source, c'est-à-dire au débit, multiplié par le temps. Si, pour une même quantité d'énergie, si le débit est faible et le temps très long, eh bien, on aura la même quantité, sauf qu'au niveau du corps humain, les effets seront différents. Différents dans une certaine proportion, parce que si effectivement nous jouons dans la cour du sievert, c'est-à-dire d'un sievert, que ça soit une minute ou que ça soit une heure, je suis pas sûr que le résultat soit pas le même. Bon. Alors, les radioactivités naturelles. Ça, c'est important à savoir. La radioactivité naturelle moyenne reçue. Nous recevons tous de la nature, du sol, de l'ambiance. On a parlé l'autre fois du radon. Hein, une certaine dose de radioactivité. Alors, le débit de dose par an admis, c'est 2,3 millisieverts par année. Ça fait pas beaucoup, hein. Ce qui correspond à un débit de dose de 0,3 microsieverts. Ça va pas loin. Mais c'est une moyenne, hein, bien sûr. Hein. Ça, je vous donne ça pour la France. Je ne sais pas si c'est valable aussi pour... non, pas tous les pays d'Europe, c'est pas possible. Mais bon, nous nous contentons déjà de la France et nous-mêmes, c'est déjà pas mal. Alors, 0,3 microsieverts. Et puis, il y a la radioactivité, je dirais, tolérable. Alors, tolérable, le débit, c'est 2 microsieverts, cette fois par heure. Ah, c'est pas pareil. Là, nous sommes plus par an, nous sommes par heure. Une année, 8760 heures. Donc, on voit que c'est déjà beaucoup plus concentré. La dose annuelle acceptable, c'est 17,5 millisieverts. Millième de sievert. Bien. Alors, l'irradiation maintenant. Parlons du rayonnement gamma. J'avais déjà abordé ce sujet dans la vidéo 32, la précédente. Hein. C'est l'énergie pure, qui est similaire un peu aux rayons X, mais également à des longueurs d'onde courtes. Hein. À l'irradiation neutron. Hein. Alors, si c'est faible, très faible, alors sans que je donne pour autant de valeur, conséquence, il n'y en a pas spécialement. Surtout si c'est reçu dans un temps très long. Ça rejoint tout à fait les débits naturels et naturels admissibles que je viens de vous donner. Hein. Ensuite, les conséquences sur le vivant, donc pour l'homme, hein, essentiellement, puis les animaux. Suivant les constats qu'on a fait après Hiroshima. Eh oui, Hiroshima a servi à beaucoup de choses. J'aurai l'occasion de vous faire une vidéo, une étude sur le sujet.
et Nagasaki, mais il y a également eu d'autres irradiations accidentelles dans le monde. Au niveau de la profession, je dirais, de l'énergie nucléaire. Donc on en a retiré un certain nombre d'enseignements, évidemment. Et je rappelle d'ailleurs que Hiroshima et Nagasaki, les Japonais ne savaient pas évidemment de quoi il s'agissait. Hein. Et ce sont les Américains qui sont allés quand même leur porter secours. C'était pas gratuit. Hein. Faut pas rêver non plus. Hein. Faut revenir un peu sur Terre. Bon. Alors là, je vais vous donner quelques éléments d'irradiation, de conséquences d'irradiation. Mais je répète encore à nouveau qu'il ne s'agit pas de terroriser tout le monde, c'est pas du tout l'objectif, c'est stupide de penser ça. On trouve ça d'ailleurs dans des tas de documents, même sur Internet. C'est simplement de prendre conscience des choses. Voilà. 0,25 Sievert. Les conséquences temporaires, 0,25 c'est déjà pas mal. Hein. 0,25 ça nous fait déjà 25 rem. Si les anciens se souviennent de la valeur de rem qu'on utilisait autrefois, c'est déjà pas mal. Hein. Donc c'est une unité globale. Hein. Sur le corps humain, on ne dit pas... alors à moins qu'on sache exactement où la source a tapé, si c'est une main, si c'est un bras, bon d'accord, mais sinon on considère que c'est l'ensemble du corps. Alors, ce sont des conséquences temporaires sur la composition sanguine et sur la moelle épinière, parce que la moelle épinière est très sensible à tout ça, ainsi que le système endocrinien, c'est-à-dire en particulier la thyroïde. À 0,5 Sievert, alors là nous sommes déjà à 500 rem, les conséquences au niveau des gonades, des testicules, avec une stérilisation temporaire. On est toujours dans le temporaire alors qu'on est déjà dans des irradiations très élevées, hein, quand même. Là, on ne joue plus, hein, on n'est pas dans la cour de maternelle. Hein. À 1 Sievert, on est déjà à 100 rem. Alors je vous ai dit tout à l'heure 0,5 c'est 50 rem. Hein. 0,5 Sievert c'est 50 rem, pas 500, hein. Non. Mais c'est déjà important. Donc un sievert, 100 rem. J'utilise toujours le rem parce que les anciens connaissent surtout le rem. Vomissement, nausée, grande fatigue, perte des cheveux. Vous espérez qu'il repousse, la fatigue va revenir. Tout ça, tout ce que je vous dis là, c'est sans aucun traitement. C'est-à-dire que l'être humain ou l'animal ou autre, il est livré à lui-même et puis voilà, c'est tout. Hein. Bon, je vais abréger, sachant qu'à 5 sievert, c'est-à-dire à 500 rem, emmagasiné, hein. C'est une anémie générale, puisque la moelle épinière va être touchée, voilà, une ulcération intestinale, et c'est la mort à terme plus ou moins long. Bon, je ne vous dirai pas en combien de temps, mais bon, on va dire que on va passer à autre chose. Et alors au-dessus, c'est de plus en plus rapide. Donc rappelez-vous de Tchernobyl et des pauvres gars qui sont allés nettoyer la toiture au-dessus. Moi j'avais calculé que, en fait, pour s'en sortir, ils avaient à peu près 7 à 8 secondes sur place, pas plus. Ils y sont restés plus longtemps. Donc c'était des sacrifiés. Pareil pour les pilotes d'hélicoptères. Hein. Les pilotes d'hélicoptères qui se sont retrouvés dans le nuage. Bon, voilà quoi. Bien. Ensuite, bien si je peux dire, la contamination externe. Alors d'où vient cette contamination externe ? Parlons d'une ambiance polluée, évidemment. Alors c'est pas en industrie, hein, je vous le dis tout de suite, hein, et surtout pas dans les centrales nucléaires, alors, surtout pas. On peut manger par terre. Hein. Non, c'est plutôt les retombées radioactives. En particulier, il en retombe toujours, parce que le rendement d'une bombe atomique, les bombes A, hein, surtout c'est là, uranium naturel concentré au-delà de 95%, ou plutonium concentré au-delà de 95%, surtout dans ce qu'on va appeler les bombes tactiques. Bon, une expression que je pense que ceux qui l'utilisent ne doivent pas savoir ce que c'est, mais enfin ça c'est encore un autre problème. Donc ça retombe, et dans le cas où il y a effectivement des personnes contaminées, comment va-t-on s'en sortir au plus vite ? Tout simplement par un lavage très soigneux.
avec des savons, il y a le savon ordinaire, on prend le savon ordinaire, mais il y a aussi d'autres savons qui moussent beaucoup, qui ramassent, et évidemment dans tous les endroits où c'est susceptible d'aller se loger, derrière les oreilles, choses comme ça. Ça, les ongles, sous les ongles également, dans les plis de la peau, les plis des mains, etc. Donc ça, en général, je dirais qu'on s'en débarrasse assez vite. Et puis, en général. Et puis, il y a l'autre contamination, qui est la contamination interne, qui, elle, est infiniment plus dangereuse, puisque ça veut dire qu'on a respiré des produits contaminés, qui peuvent être des poussières, qui contiennent des radioéléments. Et là, ça va prendre la direction du nez, ça va prendre la direction des poumons, des alvéoles pulmonaires, et puis après, ça va plus ou moins passer dans le sang, se retrouver dans la moelle épinière, dans les os. Les os sont assez friands de tout ça. Et là, c'est évidemment beaucoup plus embêtant. Eh oui, parce que comment les déloger? Alors, il y a différents procédés. Bon, je ne suis pas médecin spécialiste là-dedans, donc je ne vais pas trop m'aventurer. Mais il y a ce qu'on appelle des médicaments, enfin pas des lotions, mais des préparations avec de grosses molécules qui vont attraper un petit peu tout ça, tant que c'est pas disséminé un peu partout. Mais au niveau de l'estomac, au niveau de l'intestin, on arrive quand même à faire des choses intéressantes. Hein. Donc voilà. Et puis boire beaucoup, évidemment. Uriner tout de suite, le plus possible. Et pas de l'eau radioactive. Si les sources sont elles-mêmes polluées, pas la peine. Hein. Donc voilà. Et le problème de ce qui reste, ça va nous amener à une irradiation constante. Ça veut dire le risque à terme d'anémie, de cancer, de choses comme ça. Hein. Bon, on n'en est pas là, et c'est pour ça que j'ai prévenu tout de suite. Pas de panique avec tout ça, et je voudrais pas que des esprits chagrins aillent monter ça comme les œufs à la neige. Hein. C'est pas du tout la question, ce n'est pas du tout l'objet. Mais je pense que ce sont des sujets importants par rapport à notre époque, par rapport à ce que nous vivons, et que l'énergie nucléaire fait partie de notre vie, qu'on le veuille ou non, et qu'on ne peut pas être non plus ignorant toute sa vie. Sinon, c'est un choix que je respecte. Attention. Alors, donc on a vu ça. La protection maintenant contre les rayonnements ionisants. Il y a les protections statiques. Alors, si on prend le cas d'une centrale ou d'une installation nucléaire, il y a des murs en béton armé qui sont convenables. C'est-à-dire, quand je dis convenable, c'est en conséquence. Ça veut dire qu'à l'extérieur, il n'y a rien, quasiment rien. Bien. Je parle au point de vue neutron, au point de vue gamma. Hein, c'est-à-dire ou même protons. Il y a également les protections individuelles. On voit souvent les gens dans les centrales nucléaires ou dans l'industrie nucléaire qui sont habillés en blanc avec un bonnet. Bon, c'est au cas où, mais ça c'est vraiment pour de la petite contamination externe. C'est pas parce que lorsque vous passez sous les portiques, sous un détecteur, vous avez votre bonnet qui déclenche une alarme, que ça y est, vous allez mourir. Faut arrêter un peu. Hein. Changez le bonnet, vous lavez les cheveux avec un savon qui mousse bien, et puis le problème est réglé. Ça va pas plus loin. Hein. Alors, comment mesure-t-on Alors, il y a évidemment les tenues intégrales, et puis si vraiment on est dans un milieu contaminé, il y a ce qu'on appelle les tenues Mururoa, c'est-à-dire des tenues en tissu vinylique, et avec le masque intégral, les bouteilles d'air comprimé, enfin tout ce qui va bien. Donc un isolement complet de l'être humain de l'extérieur. Ça, faut déjà aller... bon. Alors au moment des explosions atomiques, que ce soit les nôtres, américaines, russes ou autres, évidemment les gens étaient habillés comme ça. Hein. Enfin, je parle des techniciens, des ingénieurs, etc. Hein. Alors comment mesure-t-on tout ça ? Il y a le fameux film dosimètre dont je vous ai parlé, qui se met sur la poitrine, qui s'accroche après une poche, qui est en fait un film dont on va mesurer la porosité à la lumière. Bon, mais il y a d'autres techniques également, puisqu'on sait que une pellicule photo est sensible. D'ailleurs, si vous vous souvenez des films de Tchernobyl, on voit régulièrement sur les écrans de télé des impacts blancs. Tout ça, ce sont des impacts de rayonnement ionisant, particules.
Et les débits de dose par un compteur de type Geiger-Müller, alors comment c'est un vieux truc, hein, ça date de, le premier date de 1913 et l'autre je crois c'est de 1928, c'est ça je dis pas. Oui, 1929, c'est-à-dire le perfectionnement. C'est un tube de verre assez fin, avec dedans un fil qui est tendu, qui est soumis à une haute tension dans un milieu d'hélium. Et lorsqu'une particule arrive, eh bien, elle est attirée par ce fil, et c'est comptabilisé par un petit système électronique. Donc on va compter le nombre de coups. Et à partir, surtout aujourd'hui, de systèmes électroniques assez avancés, ben, on peut en déduire des tas de choses, en fait, c'est-à-dire le débit de dose, la dose intégrée, etc. Bon, ça a des limites parce que il ne voit pas tout, hein. Dès l'instant où on arrive dans des débits de dose importants, ne le voit pas trop. Bon, depuis tout ça, ça s'est perfectionné. Voilà. On trouve même d'ailleurs sur Internet, alors ce sont les Chinois évidemment qui fabriquent ça, je crois, pour le grand public, des appareils de mesure. Alors, je ne sais pas ce qu'ils valent. À mon avis, ça ne doit pas être si mauvais que ça. Bon, c'est pas très cher, ça vaut quand même 200-300 euros. Hein. Voilà, et puis la contamination atmosphérique. Alors, la contamination atmosphérique, imaginons qu'il y ait une enceinte qui soit contaminée par des produits de fission. Alors, si on doit y aller, évidemment, il y a les films dosimètres, il y a la tenue numéro 1, on l'a vu, ou si c'est pas nécessaire, une tenue blanche avec le masque, un masque facial, le bonnet, des gants. Mais comment savoir par quel radioélément c'est contaminé et jusqu'à quelle dose? Eh bien, c'est pas compliqué. On a un système qui est un genre de petit aspirateur dans lequel on va mettre une pastille de tissu très fin, ou de papier très fin, et cet aspirateur va aspirer ce qu'il y a dans la pièce. Alors, la surface de ce filtre est déterminée, et le temps pendant lequel on va aspirer est également déterminé. Partant de là, il devient facile d'analyser ce qu'il y a sur ce papier. Voilà, tout simplement. Alors, quels sont les types de rayonnement ionisant? On l'a vu, les particules lourdes sont des produits de fission. Hein. Leur pénétration dans l'air, ça va pas loin du tout, c'est quelques centimètres tout au plus, donc ce sont des produits contaminants. Ça, on l'a vu. Hein. Alors, et pour la contamination interne également. Donc là, c'est beaucoup plus dangereux. Les bêtas sont des protons, plusieurs mètres dans l'air, ionisants, mais pas contaminants. Les gammas, ça c'est de l'énergie pure, qui elle est déjà beaucoup plus pénétrante, ça va dépendre aussi de son énergie. C'est à rapprocher évidemment, comme je le disais, du rayonnement X, le rayonnement de l'arc électrique, donc les soudeurs, attention, soudeur professionnel, hein. Si vous faites une soudure tous les je sais pas combien, enfin je conseille vivement quand même d'avoir un minimum un tablier de cuir, ne serait-ce que pour vous protéger des éclats, enfin les projections en fusion. Mais l'idéal c'est évidemment d'avoir une petite feuille de plomb à l'intérieur. Le plomb est évidemment un très bon isolant vis-à-vis des rayonnements ionisants. Et dans les chantiers de l'industrie nucléaire, on utilise ce qu'on appelle des briques de plomb, avec lesquelles on constitue des murs, ce qui permet aux techniciens de travailler derrière et d'être protégés d'éventuels rayonnements ionisants. C'est à rapprocher également des longueurs d'onde courtes. J'ai en mémoire d'ailleurs, on me l'a raconté, je ne l'ai pas vécu, un accident avec une émission d'ondes très courte, sur un émetteur d'ondes très courte, un faisceau bien concentré, des techniciens qui sont passés devant, on ne sait pas combien de temps ils y sont restés. Bon, il y en a un qui a, je crois, beaucoup souffert de la main, alors, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. L'autre, pour finir, on ne savait pas, mais je crois qu'il n'a rien eu. Bon, ça c'est très ancien comme affaire. Hein. Bon, donc faire attention quand même. Hein. Et puis le neutron, alors le neutron, lui il est très pénétrant, et ce qui va l'arrêter, ça va être, alors suivant son énergie, ça va être le béton armé, ça va être les murs de plomb, des choses comme ça. Très bien. Alors la radioactivité dans le réel maintenant. Allons voir un peu par là. Je vous ai parlé de la publicité sur les eaux radioactives. Hein.
Bon, le commerce, dès l'instant, peut gagner de l'argent, on n'hésite pas même à sacrifier les gens, ça c'est pas un problème, ça. Ce qui compte surtout, c'est de ramasser des dollars ou des euros ou de je sais pas quoi. Donc c'était l'histoire de la dame avec son tibia. Bon, je précise encore à nouveau qu'elle était morte et qu'elle avait donné son corps à la science, hein, quand même. Bon, faut pas exagérer quand même. Hein. Les retombées radioactives suite aux explosions, au grand festival des explosions nucléaires dans l'atmosphère entre les années 63 jusqu'à 70, à peine 68, parce qu'après il y a eu un moratoire là-dessus. Donc ce grand festival, bon, a projeté des tas de produits de fission dans la haute atmosphère qui ont retombé pendant, j'allais dire, des décennies. Je pense qu'il en retombe toujours d'ailleurs, bon, peut-être à une échelle infime, mais ça retombe toujours. Sachant qu'à cette époque, dans les années 68 à peu près, on pouvait, au sommet de la Tour Eiffel, imprimer une pellicule photo. C'est-à-dire qu'on voyait elle passait du noir, si elle était noire, à quelque chose de plus clair, ou avec plein d'impact dessus. Donc ça donne quand même une idée. Hein. Alors il y a les doses prises par les pilotes, par exemple de Concorde. Oui, Concorde, il se promenait à 17 km d'altitude, hein, quand même. Hein. C'est 6 microsieverts à 15 km. À 15 km. 6 microsieverts suivant la latitude, parce qu'on n'a pas la même irradiation là où on se trouve sur Terre. Le personnel de bord des avions subsoniques, Airbus, Boeing, etc., est suivi, un suivi médical au niveau de l'irradiation, c'est-à-dire en fait du comportement, des analyses de sang en particulier. Hein. Les cosmonautes, alors là évidemment c'est plus, hein, parce qu'eux, ils sont bien servis. Et puis il y a l'activité médicale, etc. Donc en fait, vous voyez, on vit quand même dans un milieu, j'allais dire, de rayonnement. Et puis il y a l'industrie, l'activité civile, c'est-à-dire les centrales nucléaires, où là, je peux vous assurer que les rayonnements, il faudrait vraiment le faire exprès pour pouvoir prendre quelque chose, mais il faudra avoir quelque part... ça me paraît même, même pas possible. Voilà. Alors, si vous voulez en savoir plus, consultez les sites officiels, en particulier de l'ASNR, des autorités de sûreté, de radioprotection et de sûreté nucléaire, de l'IRSN, du CEA, tous ces sites officiels. Hein, moi, je reviens toujours sur les sites dits officiels, c'est-à-dire qui sont dans le métier. Pas des copies de copies, parce qu'on note quand même quelquefois des erreurs. Voilà. Alors, la prochaine vidéo, qui sera la 34, prochaine étude, sera consacrée cette fois, compte tenu de tout ce que nous aurons appris avant, au fonctionnement des centrales électronucléaires, à fission, dans un premier temps. C'est-à-dire que le neutron arrive, il n'est pas gentil, il est très énergétique, et il casse l'atome en petits morceaux, c'est-à-dire en 250 produits de fission, à vie plus ou moins longue, demi-vie plus ou moins longue. Donc, les systèmes à uranium naturel, les systèmes à eau pressurisée avec uranium légèrement 235, c'est toujours le même, légèrement enrichi, le système donc REP français, le système VVER russe, qui était le précurseur de tout ça, on n'en parle pas, mais oui. Et également le système Candu, c'est-à-dire à eau lourde. On parlera des RBMK, c'est-à-dire de Tchernobyl, entre autres. Des BWR, c'est-à-dire des bouillants aussi. Enfin bon, voilà, tout ça. Donc ça promet, je pense, et j'espère bien, être très intéressant. On parlera aussi des réacteurs à boulets, qui sont étudiés actuellement en Chine, qui me paraissent très intéressants, même si c'est très cher. Bon. Et puis, la vidéo d'après, on parlera des surgénérateurs de type Cremelville, de ce qui s'est fait, c'est-à-dire de l'histoire en Occident, USA, en France, et puis en Russie, qui est le grand, comment dirais-je, le grand utilisateur de surgénérateurs, puisque ce en ont deux qui tournent, et de grande puissance, 600-800 MW, et ils ont un 1200 MW dont la construction devrait démarrer l'année prochaine. Et ils y croient beaucoup. Alors je vous expliquerai pourquoi. Alors j'en profite pour vous renvoyer
vers la vidéo concernant Cremalville, c'est-à-dire Super Phoenix, qui, je dirais, stagne. Peu de visites, c'est dommage. Alors, il est vrai que l'arrêt de Super Phoenix date de juin 1977, c'est ancien, alors qu'on se souvient beaucoup plus de l'arrêt des deux centrales de Fessenheim, des deux unités, pardon, qui est beaucoup plus près de nous, c'est 2020. Bon, voilà, avec les conséquences qui vont bien, conséquences techniques, conséquences financières, bien entendu. Voilà, j'espère que vous êtes toujours là, que ceci vous aura quand même intéressé. Et puis la suite, elle va être, je dirais, peut-être plus vivante, si on peut dire. Hein. En attendant, mettez un pouce, abonnez-vous, comme je le dis à chaque fois, nous avons quand même assez peu d'abonnés, une quarantaine, c'est pas énorme, ça coûte rien, c'est gratuit, ça vous permet d'être informé des prochaines vidéos. Et puis si vous voulez nous aider, n'oubliez pas, il y a une petite flèche, ça c'est marqué transférer ou quelque chose comme ça. Parlez-en autour de vous de cette chaîne. Si elle vous a intéressé, je pense qu'il y a d'autres personnes qui doivent aussi intéresser. C'est d'abord une chaîne, je dirais, d'information. Alors d'instruction, il ne faut pas être prétentieux, hein, mais d'information dont nous avons tous besoin sur différents sujets. Voilà, et puis si vous voulez nous aider, il y a Tipeee, n'oubliez pas. Sur le site internet, tout est gratuit. J'ai rajouté d'ailleurs 5 nouveaux documents, dont 2 qui sont traduits en langue russe. Bon, ça concerne le conflit actuellement en Ukraine, donc ça devrait intéresser pas mal de gens, je pense. Et tout est gratuit, comme je vous l'ai dit. Je ne vends absolument rien, vous cochez simplement les conditions générales. Pas de vente, parce que surtout pas vendre quoi que ce soit en France. Hein. Voilà, eh bien écoutez, portez-vous bien, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances ou que vous en passerez de très bonnes, et puis que j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, ou peut-être au plus dans 15 jours, mais peut-être plutôt la semaine prochaine. Donc voilà, à bientôt.